Bonsoir et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. La santé scolaire est-elle l'angle mort de nos politiques publiques en France? C'est la question que nous posons à nos invités. Elle est infirmière, il est médecin de l'éducation nationale. Ils appellent à un pacte ambitieux pour la santé des enfants et des jeunes à l'heure où les besoins sont grandissants. Ce sera en première partie de notre émission. Entre idées reçues et vraies recommandations, l'alimentation pendant la grossesse soulève de nombreuses questions. Grâce à l'application Olive, se régaler tout en se faisant du bien devient un jeu d'enfant. On en parle juste après. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actu éducation du jour avec Shirley Adelaide. Bonsoir Shirley. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une de ce journal, ce rapport parlementaire rendu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur l'imprescriptibilité des crimes sexuels sur mineurs. C'était l'une des recommandations de la Ciivise en 2024. La Ciivise, la commission indépendante sur l'inceste et les violences sexuelles sur les enfants. Et donc ce rapport parlementaire sur la levée de la prescription des crimes sexuels commis sur les mineurs était très attendu par les associations, car beaucoup de victimes étaient confrontées à l'amnésie traumatique, c'est-à-dire quand la mémoire des crimes subis se ravive des années après, au moment où les faits sont prescrits et alors il n'y a plus rien à faire juridiquement. On écoute le témoignage de Chantal Poulain, elle a 43 ans aujourd'hui et elle a subi des viols quand elle était bébé. Pendant 8 mois, voilà, c'est comme si je revivais ce que j'avais vécu toute petite. Moi, ça arrive à un âge vraiment très petit, donc ça prend du temps pour reconstruire le puzzle. L'amnésie traumatique, elle est là pour nous aider à survivre. Si la personne qui m'a incesté vient vers moi et me dit, bah voilà, c'est moi, s'il reconnaît les faits, bah, je pourrais pas intenter un procès. Je trouve que c'est important que cette prescription, elle saute. C'est aussi un coup près pour nous, les victimes. Victimes, médecins, personnalités publiques ou encore députés, ils sont nombreux à être favorables à cette levée de la prescription. Arnaud Bonnet, député écologiste et co-rapporteur de la mission d'information. C'est quelque chose qui était réservé pour les crimes contre l'humanité. Au vu de l'ampleur du phénomène en France, on est sur quelque chose qui est pour moi dû aux victimes. On est en droit d'attendre une évolution d'un outil qu'est la loi. Mais la mesure est loin de faire l'unanimité, notamment du côté des avocats et des magistrats. Leur principale réserve, c'est de mener des enquêtes longtemps après les faits, quand les preuves matérielles ont disparu. Et aujourd'hui, dans la foulée de ce rapport, une proposition de loi transpartisane a été déposée par 3 députés. Oui, pour lever la prescription sur tous les crimes commis sur les mineurs, y compris sur les crimes sexuels. Nous vous tiendrons au courant si cette proposition de loi est adoptée prochainement. Et dans la suite de ce journal, le ministère de l'Éducation nationale a déclaré hier soir avoir été victime, il y a 3 mois, d'une cyberattaque ciblée ayant entraîné la fuite de données personnelles. Oui, les faits se sont déroulés à la fin de l'année 2025. À l'origine de cet incident, une usurpation d'identité à cause d'une faille technique, faille qui depuis a été corrigée, assure le ministère de l'Éducation nationale, mais qui, il y a 3 mois, a permis un accès frauduleux au service de gestion des comptes EduConnect, cette plateforme en ligne utilisée par les élèves et qui centralise un certain nombre de services scolaires. Conséquence, en l'espace de 24 à 48 heures, l'attaquant a pu accéder à plusieurs comptes et exfiltrer des données comme les noms, les adresses mail, les prénoms, les établissements scolaires des élèves. Le nombre de données exactes ayant fuité est toujours en cours d'évaluation. Le projet de loi de régulation de l'enseignement supérieur privé ne sera finalement pas examiné en mai et cela suscite la colère des syndicats. Oui, souvenez-vous, ce projet de loi avait été présenté en Conseil des ministres le 30 juillet dernier. Il vient d'être reporté par Matignon sans plus de détails. Or, pour les syndicats, il est urgent de légiférer. Le sujet est sur la table des ministres de l'enseignement supérieur successifs, de l'enseignement supérieur successif depuis de nombreuses années, depuis 2022. Et l'offre de formation actuelle crée beaucoup de confusion dans la tête des familles, des étudiants aussi, puisqu'il y a d'un côté les établissements privés de qualité et de l'autre des établissements décrits par le projet de loi comme de simples officines commerciales. La présidente de la FAGE, Suzanne Nijdam, dénonçait ce matin sur France Inter un marketing trompeur de la part de nombreuses écoles supérieures dans le secteur privé, marketing qui porte préjudice aux étudiants.
C'est vraiment plusieurs cas par jour d'étudiants qui nous disent que c'est des formations dans lesquelles ils sont inscrits, où il y avait de super belles promesses d'insertion professionnelle derrière. Tout ça pour qu'au final, les diplômes ne valent rien, ne soient que très peu reconnus et ils se rendent compte que même la qualité pédagogique de certains cours ne correspond pas du tout. Syndicats, grandes écoles, universités ont adressé un courrier à Sébastien Lecornu, le Premier ministre. Ils évoquent les risques encourus par les 160 000 étudiants qui suivent des formations dont la qualité n'est pas assurée et dénoncent un gaspillage de l'argent public dans un contexte d'austérité budgétaire. Écoutons les propos de Lamri Adoui, le président de France Université, sur France Inter ce matin. Est-ce bien raisonnable que des formations dont on ne connaît absolument pas la qualité académique puissent percevoir des fonds publics à l'apprentissage qui sont l'équilibre de leur modèle économique, alors que des formations publiques qui sont scrutées quotidiennement ont aujourd'hui du mal à joindre les deux bouts en termes de financement public? Et justement, avec la baisse des dotations de l'État, les universités françaises sont dans le rouge et ne pourront pas accueillir autant d'étudiants qu'elles le souhaiteraient à la rentrée prochaine, Shirley. Au total, 10 000 places déjà supprimées selon le syndicat de l'enseignement supérieur, le SNESUP-FSU. Les présidents d'universités sont contraints de faire des choix pour réduire leurs difficultés financières, comme l'explique Laurent Gatineau. C'est le président de Cergy Paris Université. On a négocié des baisses dans notre portail d'économie-gestion contre des places sur des parcours plus professionnalisants pour pouvoir avoir plus d'étudiants en situation de réussite. Suppression de places, mais aussi réduction d'heures dans les formations, fermeture de filières, des mesures de plus en plus assumées et pratiquées par les présidents et présidentes d'université. Une situation qui ne peut plus durer selon la vice-présidente de la FAGE, Louise Langlin. Elle était interrogée par RTL. C'est même un manquement à la promesse républicaine. Tout le monde peut accéder à l'enseignement supérieur. Actuellement, malheureusement, c'est plus le cas. Et derrière, il y a une vraie responsabilité d'un désengagement de l'État sur le financement de l'enseignement supérieur. 16 milliards d'euros au total seraient nécessaires pour redresser les finances des universités en France, selon le SNESUP-FSU. Et à l'international, à l'étranger, alors que l'armée israélienne poursuit ses attaques au Liban, au sud du Liban, de nombreux enfants meurent sous les bombes quand d'autres sont privés d'école à cause des déplacements forcés. Chaque jour, depuis 1 mois et demi, c'est l'équivalent d'une classe entière qui est tuée ou blessée au Liban, selon l'UNICEF. De nombreuses écoles ont été fermées, détruites, transformées en abris. D'autres établissements ont repris les cours ou tentent de les maintenir dans le nord du Liban ou dans l'est, où un journaliste de RTL s'est rendu. On écoute une jeune fille de 13 ans à son micro. Je viens de l'endroit où mercredi des bombes sont tombées. J'ai vu des gens sous les décombres. Depuis, j'ai peur que ça recommence partout. Les cours sont en ligne, mais la connexion ne passe pas toujours. Je dors mal la nuit et je dois aussi aider ma maman au quotidien. C'est toute une génération d'enfants qui est traumatisée, comme l'explique Blanche. Elle est accompagnatrice de l'UNICEF. La petite, elle a parlé comme des adultes. Ils sont en train encore de dormir sous le son des bombes à chaque soir. Ils sont en train de savoir différencier entre le son d'un drone et le son d'une bombe, ce qui n'est pas normal. Au total, ce sont 400 000 enfants en âge d'aller à l'école qui ont été déplacés sur le million de Libanais qui ont dû quitter leur lieu de vie pour rejoindre un lieu plus sûr. Et tout cela perturbe forcément l'apprentissage des enfants. L'UNICEF tire la sonnette d'alarme. Retour en France pour parler des inégalités d'accès à la culture qui se manifestent dès l'enfance. Le milieu social d'origine conditionne la réussite scolaire, ça on le savait, mais aussi la possibilité de faire des activités périscolaires. 71% des enfants issus de familles à bas revenus n'ont accès à aucune activité culturelle ou sportive en dehors de l'école. Certaines associations tentent donc de remédier à tout cela, comme Montmartre, un réseau présent dans l'ouest et le sud de la France, ainsi qu'en Île-de-France. Son personnel intervient dans des quartiers populaires à forte mixité sociale, avec une grande concentration de familles en difficulté. Montmartre propose de nombreuses activités, des activités très variées pour le plus grand bonheur des enfants. J'ai fait un chat tigre, noir et orange. J'aime bien tripoter de la colle. On a fait de la danse, on fait de la radio. C'est la première fois que je fais de la radio. Cette année, j'ai déjà fait du hip-hop. C'était trop cool, j'ai appris plein de choses. J'ai pas d'autre endroit à faire ça. L'école, mais à l'école, on travaille. 13 000 enfants ont pu être accompagnés par cette association à ce jour.
Et on termine ce journal avec les yeux rivés sur le grand écran. Le tandem de réalisateurs Nakash Toledano a encore frappé avec un film qui nous plonge dans l'enfance. Et le titre, Juste une illusion, l'histoire de Vincent, 13 ans, un ado qui cherche sa place dans cette famille de la banlieue parisienne dans les années 80. Et tout y est, Virginie, pour nous faire revivre cette décennie, l'intérieur des appartements, les tenues vestimentaires, les coupes de cheveux et puis les tubes de l'époque, évidemment. On entend Francis Cabrel, The Cure, Téléphone, Imagination avec Just an Illusion qui a donné donc le titre au film. Dans les rôles principaux, Camille Cotin et Louis Garrel qui crèvent l'écran et puis l'acteur Simon Boublil, c'est le fils du comédien Philippe Torreton. Il vit ses premiers émois amoureux dans ce film dont on regarde la bande-annonce tout de suite. Informatisation de l'entreprise. J'écoute. Sandrine. Oui. Apparemment, c'est pour vous. Allô? Raccroche le téléphone, je te balance par la fenêtre. Je suis désolée. Raccroche! Mais il me dit qu'il va me balancer par la fenêtre! Eh ben, qui te balance? Non, mais on habite au premier, c'est pas très haut. Bonsoir. Salut, maman. Qu'est-ce que tu fais? Un ping-pong. Je crois qu'au niveau parfum, on est pas mal, hein? Il s'appelle comment? C'est à moi. Tu lui as dit? J'ai vu papa aujourd'hui, il était tout seul au café. Il est au chômage, papa. Vous êtes allé chez coiffeur? Ah, vous êtes observateur? Bah, écoutez, Sandrine, permettez-moi que je me permette. Voilà, vous y allez en douceur. Oui, bon, monsieur Berger, je crois que ma femme a compris le principe. Une comédie familiale réconfortante pour tous ceux qui souffriraient de la sinistrose en ce moment. C'est le film le plus autobiographique de Nakash et Toledano qui sont allés puiser dans les souvenirs de leur propre adolescence pour réaliser ce film. Juste une illusion et donc à voir en ce moment au cinéma. J'ai hâte. Merci beaucoup. Merci Shirley. La santé scolaire est-elle le parent pauvre de nos systèmes de santé? Une question qui se pose au regard des chiffres. En France, il n'y a que 500 médecins scolaires pour 12 millions d'élèves. Plus globalement, tous les professionnels de santé du secteur souffrent et sont en sous-effectif. La pénurie d'infirmières scolaires, de psychologues est aussi une réalité. Parallèlement, les besoins en santé des enfants et des jeunes sont grandissants. On en parle tout de suite avec nos invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir par visio Gwenaëlle Durand. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci, vous êtes infirmière scolaire, secrétaire générale du SNIES UNSA Éducation, qui est un syndicat d'infirmiers et infirmières scolaires. Également avec nous en plateau, Christophe Klech, bonjour. Bonjour Virginie. Merci beaucoup. Mais je suis ravie. Vous êtes médecin scolaire, également secrétaire général du SNMSU, comment on dit? C'est ça? SNMSU, c'est parfait. SNMSU, voilà, UNSA Éducation. Je ne suis pas très douée dans les acronymes, mais on va y arriver, avec syndicat de médecins de l'éducation nationale. Vous co-signez une tribune dans Le Monde la semaine dernière. Vous alertez sur la faiblesse du système de santé scolaire. 500 médecins pour 12 millions d'élèves, c'est absolument alarmant. Concrètement, aujourd'hui, Christophe Klech, combien d'élèves un médecin scolaire ou une infirmière suit-il en moyenne? Il suffit de faire la division en réalité. Alors bon, c'est pas tout à fait juste parce qu'effectivement, on peut pas tous les suivre. Les secteurs sont variables d'une zone à l'autre. Il y a des zones dans lesquelles il y a plus de médecins scolaires que dans d'autres, mais c'est largement 20 000 élèves, parfois 40 000, parfois même un peu plus d'élèves par secteur pour un médecin, en tout cas. C'est tenable dans ces circonstances, dans ces conditions-là? Pas du tout, puisque on peut à l'évidence pas exercer l'ensemble de nos missions sur autant d'élèves, et surtout on ne peut pas suivre les élèves. Et le drame il est là. On intervient au coup par coup sur des situations urgentes, mais une intervention unique sur une situation chronique n'a à l'évidence aucun sens. Donc c'est extrêmement frustrant, c'est extrêmement stressant et en plus peu efficient. Et puis préoccupant évidemment pour la suite. Et Gwenaëlle Durand, vous êtes également avec nous, je disais, par visio, infirmière scolaire. Vous êtes au quotidien aussi, vous, avec les enfants. Comment vous assurez, dans ces conditions qu'on vient d'évoquer avec Christophe Klech, le repérage des élèves en détresse?
Alors, nous, on est présents dans les établissements. C'est une infirmière à environ pour 1500 élèves, une infirmière à environ 7 établissements. Quand elle a le collège, elle est également sur le secteur. Donc, on est à peu près à 0,7 infirmières par établissement. Donc, ce qui est très peu. Donc, pour les accueillir, quand il y a des besoins, c'est parfois compliqué. Le fait aussi qu'il y ait de moins en moins de médecins, nous, on a une charge également en plus. Un problème d'orientation, un problème de... Voilà, on est les seuls professionnels de santé en nombre bien inférieur à ce qu'il faudrait dans les établissements, encore présents dans les établissements. Et parfois, les élèves, on est le seul professionnel de santé qui verront de l'année. Et oui, c'est ça. Et encore, quand, effectivement, vous l'avez dit, 0,7, forcément, quand vous êtes là et que vous pouvez être là, parce que c'est la complexité, effectivement, on ne peut pas se dédoubler tout le temps. Or, vous êtes vraiment la première personne que les élèves vont voir. On pense évidemment à des situations de maux de tête, de maux de ventre, de chute, mais évidemment à bien pire. Et dans ces moments-là, comment réagir? Déjà, quel est le contact que vous avez avec eux? C'est-à-dire que les infirmières scolaires, on le sait, souvent connaissent quand même le prénom des 1700 élèves dont ils s'occupent, ou presque. Comment elles contactent, les premiers contacts avec eux? Alors, ça dépend des jours. Il y a des jours, on arrive à 8h, il y a déjà 10 élèves qui attendent devant la porte. Donc, malheureusement, ce qu'on déteste faire, c'est du tri d'élèves. On essaye de prendre tout de suite les élèves qui ont un besoin urgent. Donc ça, voilà. Et puis ensuite, on les prend en charge. On fait beaucoup de prévention primaire lors de notre consultation. Donc on évalue la situation de maladie, de santé. Et voilà. Et ensuite, on a un entretien avec cet élève et on essaye de voir comment on peut l'aider. Soit il peut retourner en classe, soit on l'oriente auprès de sa famille ou auprès des médecins, des urgences ou autres. On va détailler en détail, ça ne veut rien dire. On va détailler ensemble, évidemment, les besoins de la santé dans les établissements. J'aimerais juste essayer de comprendre quand même pourquoi on est là aujourd'hui. Comment on en est arrivé là, Christophe Klech? Par un abandon total de la part des politiques. Voilà, la santé scolaire n'a aucun intérêt pour les politiques. Le service de santé scolaire a été créé après la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, ça a été conçu comme un pilier, en quelque sorte, de l'égalité républicaine. On avait conscience à ce moment-là que la santé des enfants, c'était extrêmement important. Et on avait conscience que chaque enfant devait avoir les mêmes droits vis-à-vis de la santé, que chaque enfant devait pouvoir rencontrer un médecin. On avait conscience que des enfants en bonne santé, c'était des enfants qui réussissaient à l'école, c'était des enfants qui devenaient des adultes forts et productifs. Voilà. Tout ça, on l'a complètement oublié à l'heure actuelle. Voilà, mais quand vous dites oublier, est-ce que c'est même pas pire que ça? C'est-à-dire qu'au-delà de l'oubli, c'est presque une volonté de faire des économies, finalement, sur la variable d'ajustement qu'est la santé scolaire? Alors, je pense qu'effectivement, il y a cette volonté derrière, ce qui est absolument terrible. Et en plus, on se trompe complètement, et dans le constat et dans la méthode, j'allais dire, puisque finalement, on ne fait pas d'économies au détriment de la santé. Je veux dire, si on fait des économies actuellement, on détruit la santé de nos enfants et on détruit notre société de demain. Il y a quelques mois, j'ai entendu le président Macron dire il faut travailler aujourd'hui pour pouvoir investir dans la santé demain. Mais c'est exactement l'inverse. En fait, il faut investir dans la santé aujourd'hui pour pouvoir travailler demain et avoir des travailleurs qui soient en bonne santé et qui soient productifs. Voilà. Et donc ça coûte en plus à la sécurité sociale ensuite après. Donc effectivement, c'est un mauvais pari. Aujourd'hui, on a l'impression que cette santé scolaire est négligée. C'est un cri du cœur que vous, effectivement, avez posé donc sur papier, cette tribune parue dans Le Monde le 7 avril. Mais vous n'êtes pas les seuls, parce qu'on parle de médecins, on parle d'infirmiers,
d'infirmières aussi, on parle de psy, de l'éducation nationale, d'assistantes sociales. En fait, toutes ces personnes qui travaillent autour des enfants et avec le système à la fois de santé et d'éducation, est-ce que c'est pas là le problème? Chacun se refile un peu la patate chaude. Non, je pense pas qu'on se refile la patate chaude. D'ailleurs, c'est une très bonne chose qu'on soit avec Gwenaëlle ensemble, et on aurait pu être aussi avec nos collègues du assistant social et psychologue. Excusez-moi, ne me prenez pas. Je parlais entre chaque ministère. Je parlais pas entre vous, entre médecins et infirmiers. Oui, mais ça me permet. Mais c'est pas grave parce que finalement, ça me permet d'insister sur le fait que, effectivement, nous, au sein de l'éducation nationale, on travaille ensemble. On doit travailler ensemble, et c'est notre force. Mais effectivement, rien n'est conçu pour qu'on travaille réellement ensemble. C'est-à-dire qu'on n'appartient pas à un même service. On travaille en silo, les uns à côté des autres. Alors, sur le terrain, on essaye de contourner ça. Mais réellement, rien n'est organisé pour qu'on travaille complètement ensemble. Mais ça veut dire quoi? Attendez, excusez-moi. Un enfant qui vient, qui donc a été vu par Gwenaëlle, qui est avec nous aujourd'hui, infirmière scolaire. Vous savez qu'il y a une urgence, Gwenaëlle. Qu'est-ce qui se passe? Vous appelez le médecin, effectivement, du coup, de la ville, du rectorat. Enfin, ça se passe comment? Comment Gwenaëlle, elle appelle un médecin si elle en a un, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de médecins là où elle travaille. Et même quand il y a des médecins, alors effectivement, oui, quand ça se passe bien, on va travailler ensemble, mais encore une fois, on n'appartient pas au même service. Voilà. Mais quel est votre service, par exemple, vous concrètement, nous, par exemple, au sein des directions départementales des services de l'éducation nationale, on est avec les secrétaires des centres médico-scolaires, mais on n'est pas avec les infirmières. Voilà. D'accord, donc l'infirmière doit reporter. Qu'est-ce qui se passe, Gwenaëlle Durand? Vous devez reporter en fait à une secrétaire de direction qui elle-même va reporter? Non, c'est pas des secrétaires de direction, c'est des secrétaires de centres médico-scolaires. Mais je vois que vous comprenez pas, et c'est logique. Oui, pardon, c'est pour ça que je pose des questions. Non, mais parce que... Jusqu'au bout, je la poserai la question. C'est pour ça que je le dis comme ça, effectivement. Je le dis tel que c'est, et tel que c'est incompréhensible. Gwenaëlle Durand, vous pouvez m'expliquer davantage et appartenir au même service. Oui, Gwenaëlle Durand. Vision plus de terrain, mais donc nous on voit les élèves, ils viennent avec nous, on leur trouve une solution. Quoi qu'il en coûte, on trouve une solution. Si on a la chance d'avoir le médecin scolaire, on l'appelle. Mais ça, c'était notre travail il y a 10-15 ans qu'on faisait ça. Maintenant, il n'y a plus de médecin scolaire. Donc, on a trouvé, on fait autrement. On appelle le médecin traitant, on voit avec la famille déjà. Ensuite, on essaye de voir avec son médecin traitant. On essaye de voir si... Des fois, on appelle le 15 sur des situations qui pourraient être gérées par un médecin traitant. Tout dépend, en fait, du territoire, parce qu'il y a des territoires où il n'y a même plus de médecin traitant disponible. Donc c'est des fois les familles quand on les appelle, mais moi je peux pas voir de médecin, j'ai pas de médecin avant mon prochain rendez-vous, il est dans 15 jours. Donc on est nous en grande difficulté sur le terrain pour la suite, pour coordonner les soins, donc c'est souvent malheureusement qu'on demande un conseil au niveau du 15 et qu'on renvoie vers les familles en essayant de leur trouver des rendez-vous, des médecins traitants disponibles et des situations. Et quand c'est des problèmes de santé mentale où il faut que l'élève soit évalué de suite, suivant la gravité, et ben effectivement on l'envoie aux urgences. Donc ça c'est la réalité de notre terrain. Alors après, on aurait des médecins traitants, des médecins scolaires en nombre avec nous dans les établissements. Et ben, on travaillerait certainement différemment. Mais comme on n'a pas de médecins traitants de médecins scolaires disponibles, j'entends. Mais alors, donc, ça veut dire qu'on n'a pas de médecin scolaire d'un côté, infirmière scolaire 0,7 par établissement. Autant dire que donc c'est compliqué d'en trouver une. Donc ça se retrouve avec les enseignants qui eux-mêmes ne sont pas formés pour ça et qui vont essayer de temporiser une situation potentiellement à risque. Eh bien, c'est ça le problème, c'est qu'on a des protocoles d'urgence, donc les chefs d'établissement, les CPE et les enseignants appliquent un protocole d'urgence selon la gravité de l'enfant, mais ça fait des élèves qui vont pas bien, qui sont pas en forme, qui sont en souffrance mentale, en souffrance physique parfois, et on leur demande de réussir à l'école, donc c'est quand même aberrant. Mais de collégiens et de lycéens en risque de dépression aujourd'hui, on parle de santé
mentale, bien sûr. Vous êtes en dépression, en première ligne, l'un et l'autre, justement, face à cette crise. Oui, bah on peut être en dépression aussi. Ouais. Hein, ouais. Non, mais on rigole comme ça, mais il y a beaucoup de professionnels aussi qui sont en souffrance face à cette situation. Un, parce que la charge de travail est énorme et ingérable. Et deux, parce que voir autant de gamins en souffrance, parce qu'on ne peut pas faire de prévention, parce qu'on ne s'occupe pas des causes. À aucun moment on s'occupe des causes. Hein. On parle de santé mentale. Alors la santé mentale, pour la deuxième année consécutive, là, a été décrétée grande cause nationale. Qu'est-ce qu'on a mis en place concrètement en 2025? Vous pouvez demander aux psychiatres, aux pédopsychiatres, c'est à peu près rien. Là, on recommence en 2026, mais sans moyens supplémentaires. Et pour ce qui est de l'éducation nationale, le plan santé mentale à l'éducation nationale, il a été conçu, élaboré, préparé essentiellement par des gens qui ne sont pas des professionnels de santé, il faut le dire, enfin, sans prendre le conseil des professionnels de santé sur le terrain. Et puis surtout, il a été conçu sans prendre en compte tout ce qui est extérieur à l'éducation nationale. On a l'impression que l'éducation nationale va tout gérer. Vous voyez, mais c'est ça, est-ce qu'on s'occupe trop à l'école? Je sais pas, non, mais c'est l'école qui s'impose ça à elle-même. Harcèlement, dépression, vaccination, dépistage, prévention, sexualité. Enfin, est-ce que l'école peut tout gérer? Alors, non, avec le nombre de professionnels actuels, certainement non. Mais juste pour revenir sur le protocole santé mentale, à aucun moment on s'intéresse aux causes de la souffrance psychique des élèves. Parce qu'on n'a pas le temps. À aucun moment. Bah oui, mais si on ne s'intéresse pas aux causes, on ne va jamais. Non, mais c'est parce que vous n'avez pas le temps. Quand vous dites le on, ça veut dire quoi? Non, quand je dis on, alors c'est pas les professionnels de terrain. Il faut effectivement aller voir les causes. Mais à un moment, quand on a une pathologie ou des pathologies ou un groupe de pathologies aussi étendu, il faut se poser des questions sur les causes, c'est-à-dire sur les déterminants. Alors, le président Macron, par exemple, a demandé à ce qu'il n'y ait plus de permission de réseaux sociaux avant l'âge de 15 ans, puisque les écrans étaient pointés. Est-ce que ça, par exemple, ça fait partie des mesures qui vous semblent intéressantes pour parler de charge mentale ou de santé mentale? Oui et non. On diabolise beaucoup les écrans. Les écrans ont aussi des aspects positifs. Voilà. Ils sont probablement mal utilisés, sont probablement utilisés de façon excessive, mais il faut mettre un petit peu de mesure. On ne peut pas passer du tout au rien. Pendant des années, on a laissé faire à peu près tout et n'importe quoi avec les écrans. Nous, professionnels de santé, infirmières, médecins, etc., on alerte sur le danger quand même de l'exposition, surtout très précoce aux écrans, parce que c'est pareil, l'impact dépend aussi de l'âge, de la quantité d'exposition et puis des stimulations autres. Donc nous, on alerte, on est bien conscient. Pour autant, on ne dit pas qu'il faut tout interdire. Mais là, en fait, la solution, c'est on interdit tout. Bon, et dès qu'on essaye, nous, de mettre un petit peu de mesure, de dire, dans la littérature, il n'y a quand même pas grand-chose qui permet de dire que les écrans sont la seule cause de détérioration de la santé mentale, et que finalement, il n'y a même pas beaucoup de preuves, et qu'en fait, c'est plus une question qualitative que quantitative, c'est-à-dire comment on utilise les écrans et à quel âge. Sur la formation, par exemple, en termes de santé mentale des infirmières et infirmiers, Gwenaëlle Durand, on en est où? Alors, nous, dans notre cursus initial, en IFSI, on a un cursus... on est formé à la santé mentale, donc et des enfants aussi. Le souci, là, je reviens sur ce que mon collègue disait, c'est la prévention. On n'a plus le temps de faire de la prévention. Vu le nombre de passages qu'on a par jour, de consultations qu'on doit faire, le nombre d'élèves qu'on voit, malheureusement, la prévention sur les écrans, sur l'éducation à la sexualité, sur plein de choses, c'est sacrifié parce qu'on n'a pas le temps. C'est la variable d'ajustement, la prévention, alors que ça devrait être pour prévenir justement la détérioration de la santé. Donc c'est ça le véritable problème. Et la parentalité, parce que nous, quand on prend en charge un enfant, on appelle ses parents, on le conseille. Et ça prend du temps aussi. Mais on a de moins en moins le temps de le faire. La question du handicap aussi est évidemment posée dans cette tribune. On parle beaucoup d'inclusion depuis toujours, d'inégalité aussi dans l'accès aux soins, et on va y revenir. Mais le nombre d'élèves en situation de handicap scolarisés en milieu ordinaire a triplé en 17 ans, ce qui est absolument colossal. La question aussi, c'est de savoir si les élèves les plus fragiles, à savoir effectivement ceux qui sont dans la précarité, ceux qui sont en situation de handicap, ceux qui ont des troubles psy, est-ce que ce ne sont pas eux qui sont les plus pénalisés ?
Fatalement. C'est eux qui sont les plus pénalisés parce que finalement, on ne répond pas complètement à leurs besoins. Et l'inclusion, souvent, c'est une façon de masquer l'insuffisance de soins aussi spécifiques dont ces enfants ont besoin à l'extérieur. Il n'y a pas de structure de soins, il n'y a pas suffisamment de professionnels de santé. Il y a un diagnostic qui est posé, mais encore une fois, il n'y a pas de suivi, pas de soins, et on met ces enfants à l'école. Voilà. Et tout ce qu'on leur propose, c'est un accompagnement par une ESH, une personne qu'on appelle ESH, qui n'a quasiment pas de formation et qui en tout cas n'est aucunement un professionnel de la santé ou du handicap. Et qui est même une rémunération très faible, qui est exsangue et il en manque énormément. Ces enfants en situation de handicap vivent aussi lourdement le harcèlement, un harcèlement scolaire pareil, qui est aussi récupéré par les professionnels de santé de l'éducation nationale, enfin qui sont autour de l'éducation de manière générale. Ça aussi, comment faire pour être partout, pour gérer à la fois tous les sujets? En réalité, nous, le harcèlement, on ne doit pas le gérer si ce n'est par le biais des conséquences psychiques que ça induit. Sauf qu'il y en a. Mais en réalité, le harcèlement, c'est l'affaire de tous. C'est-à-dire qu'il faut repérer très rapidement les situations de harcèlement et y mettre fin très rapidement. Auquel cas, il n'y a pas de conséquences et il n'y a pas nécessairement besoin qu'intervienne l'infirmière ou le médecin. Entre les zones rurales, les quartiers prioritaires de la ville et les centres-villes, est-ce qu'il y a un vrai enjeu d'égalité dans l'accès aux soins? Très clairement. Voilà. On le voit bien sur la disparité de densité médicale. Voilà. Je pense que pour les infirmières, c'est un peu moins visible, mais comme on dit, 0,7 en moyenne par établissement, ça veut dire que dans certains établissements, il y en a pas du tout. Et même dans les zones densément peuplées en infirmières, entre guillemets, on voit que le nombre diminue. Voilà. Et la solution que propose l'administration, c'est de redéployer. Donc en fait, au lieu d'avoir une infirmière à temps plein sur un lycée professionnel, par exemple, dont on sait qu'il accueille les élèves les plus en difficulté, eh bien, on n'a plus qu'un demi-poste. Voilà. Et pour mettre un deuxième demi-poste sur un autre établissement. Donc on prend les gens vraiment pour des pions, excusez-moi. C'est-à-dire qu'on oblige des gens à faire le grand écart en permanence, à travailler sur plusieurs établissements. Enfin, je veux dire, comment voulez-vous faire du suivi et comment voulez-vous aider non seulement les élèves, mais aussi les adultes de l'école, donc les personnels de santé qui sont en souffrance. Donc on ne peut faire un travail efficace que si on travaille en équipe et donc si on est présent, visible et accessible. On parle beaucoup de déserts médicaux de manière générale. C'est aussi valable donc, pour les médecins scolaires ou pas? C'est la même chose? C'est le même drame? C'est encore plus valable puisqu'on ne fait rien pour attirer les médecins vers la santé scolaire. C'est encore plus criant que dans d'autres secteurs, que dans d'autres spécialités. De votre côté aussi, Gwenaëlle Durand, c'est la même chose? C'est un peu moins criant, mais le problème, c'est que les professionnels, une fois qu'elles ont passé le concours, un concours quand même sélectif, et quand elles voient l'ampleur de la tâche et des missions qu'on nous confie et les responsabilités qu'on a, elles s'en vont. Elles se disent finalement, à l'hôpital, on est mieux. Donc c'est ça qui est inquiétant. Ce que je voulais rajouter, c'est que l'infirmerie, l'espace santé qui devrait y avoir dans tous les établissements, et favoriserait un climat scolaire apaisé, puisque c'est le seul lieu où on peut recueillir, que chaque élève peut se confier de façon confidentielle, anonyme, et où on peut l'aider réellement sur quelques problèmes qu'il a, et que ce soit mental, s'il a un problème de harcèlement, voilà, c'est un lieu d'écoute qu'on ne privilégie malheureusement plus et qu'on sacrifie même parfois. Donc c'est ça qui est terrible. Et du coup, le fait qu'il y ait de moins en moins de médecins, on est assimilés, on le subit vraiment de plein fouet, puisqu'on est assimilés. Pourquoi tu peux pas faire ça? On est des professionnels réglementés avec des choses bien spécifiques à faire. On n'est pas médecin, on est infirmière, on a des compétences, on peut faire des choses, mais malheureusement, c'est une charge quotidienne pour mes collègues, en tout cas, qui sont en grande souffrance. Et du coup, ça fait peur aux jeunes professionnels qui arrivent, qui connaissent pas cet univers, qui est vraiment différent de l'hôpital. Et du coup, malheureusement, elles restent pas. Donc, on a beaucoup de démissions.
Ben oui, forcément une désertion du métier, comme pour les enseignants d'ailleurs, qui ont peur, qui sont mal payés et mal rémunérés et pas considérés. C'est exactement la même chose. Vous appelez dans cette tribune à un pacte national pour la santé des enfants et des jeunes. En quoi devrait-il consister pour conclure notre échange? Effectivement, cette tribune, donc je souligne quand même... D'abord, je voudrais remercier, là j'en profite, pour remercier la fédération et tout le travail qui a été fait par la fédération, donc Morgane Vervier, la secrétaire générale et toute son équipe. On ne va pas citer tout le monde, mais voilà, on les a déjà remerciés individuellement, ils se reconnaîtront et je les remercie à nouveau ici. Donc en fait, l'ensemble des 23 syndicats de la fédération a co-signé la pétition. Cette pétition a été signée aussi par la FCPE, par des associations de lycéens. Donc ça va au-delà. J'en profite aussi pour appeler le plus grand nombre, appeler les téléspectateurs à signer cette pétition. Cette pétition, vous la trouvez sur le site internet de l'UNSA Éducation. Vous trouvez le lien aussi sur les réseaux sociaux. Avec plaisir, mais qu'est-ce qu'elle contient? Il nous reste 30 secondes. Donc en fait, non, nous on veut simplement, on dit il faut un sursaut en réalité, un sursaut républicain, citoyen et politique. Voilà. Les politiques, on l'a dit en introduction, se désintéressent complètement de la question. C'est quand même eux qui ont une grande partie de la réponse. Mais on ne pourra avoir une réaction politique, et ça ne pourra bouger au niveau politique, que si les citoyens prennent conscience de l'importance de la santé scolaire. Voilà, si pour eux c'est pas un sujet, eh ben ce sera pas un sujet national, ce sera pas un sujet qui apparaîtra dans le débat là, électoral qui se profile, ce sera pas un sujet dont s'empareront les hommes politiques. Donc c'est vraiment la première étape. Et une fois qu'il y aura eu cette prise de conscience, eh ben, il faut investir, il faut renforcer l'attractivité des métiers. Donc c'est tout simple, renforcer l'attractivité des métiers. C'est simplement donner les moyens matériels déjà pour qu'on puisse réaliser les missions. Recruter, ça nécessite de revoir les rémunérations et notamment de transformer tout ce qui est indemnitaire en indiciaire, parce que la part indemnitaire est bien trop importante dans notre salaire. On ne demande pas plus forcément en global, mais on demande à ce que l'indemnitaire soit transformé en indiciaire, donc à être considéré, parce que en réalité, donner autant de primes, c'est une injure. Voilà, on nous dit que c'est un cadeau, mais non, c'est une injure, notamment dans l'optique de la retraite. Enfin, c'est un débat plus large. Donc, en fait, il est là, et prendre conscience véritablement que la prévention n'est pas un coût, mais un investissement. Je vais citer deux exemples. Simplement. Juste deux exemples très rapides. La vaccination, l'obésité, c'est typiquement ce qu'on fait au quotidien, infirmières, médecins. On sait très bien que les trous dans la vaccination et les maladies liées à cette couverture vaccinale imparfaite, c'est un coût annuel de 10 à 20 millions d'euros. L'obésité, on a montré que des programmes de sensibilisation à une alimentation saine, des programmes de promotion de l'activité physique sur des populations de lycéens, permet d'éviter par catégorie 80 000 cas d'obésité, et ça génère des économies de 40 à 50 millions par an. Donc ça, c'est des choses réelles, simples. Plus de moyens, plus de considération pour les médecins scolaires, les infirmiers, les psys, et pour les enfants de manière générale qui font la société. C'est ça. Et si on veut s'occuper de santé mentale, il faut des professionnels. Merci Gwenaëlle Durand, merci beaucoup d'avoir participé également au Grand JT. Christophe Clèche, merci beaucoup. On se retrouve tout de suite dans le Grand JT. De retour dans le Grand JT, une habituée qui revient, c'est Sandra Ferreira. Bonjour Sandra. Bonjour Virginie. Ravie de vous retrouver. Vous êtes diététicienne et nutritionniste. Vous êtes spécialiste pour parler évidemment des idées reçues alimentaires pendant la grossesse. Et justement, on va en parler car une nouvelle application vient de naître. Combien de temps elle a, Liv? 1 mois à peu près. 1 mois, voilà, on peut dire vient de naître. C'est donc une application Liv portée par son fondateur et président Thomas Guin qui est avec nous. Bonjour. Merci d'être là. L'application d'une vie. Oui, parce qu'effectivement, la grossesse, c'est un moment très particulier pour plein de raisons que l'on connaît, mais pour les raisons aussi qui sont assez habituelles et quotidiennes, savoir se nourrir, on est un peu perdu. Exactement. Il faut l'avouer. C'est vrai. C'est comme ça que c'est né ?
C'est exactement comme ça. J'ai appris que ma femme était enceinte. Du coup, je suis allé faire les courses pour elle. Et vraiment, je me suis confronté à des doutes, c'est-à-dire lire les ingrédients. Je ne savais pas ce qui était vraiment consommable par la femme enceinte. Il est venu à ce moment-là de centraliser plein d'informations, validées du coup par Sandra, notre diététicienne nutritionniste, afin d'avoir un résultat clair et rapide. Mais vous vous êtes posé toute la question de savoir qu'il y avait des aliments qui étaient interdits ou pas, ou est-ce que c'est votre femme qui vous a dit attention? Alors, il y a un peu des deux, je vous avoue. Il y a entre les sages-femmes qu'on a rencontrées et ma femme qui m'a dit qu'il faut faire attention. Donc ça a été ma femme surtout qui m'a quand même dit il faut bien faire attention aux produits pasteurisés, les produits laitiers, les conditions. Donc c'est comme ça que c'est venu. Alors, Sandra Ferreira, on veut tout savoir effectivement sur l'alimentation pendant la grossesse. Déjà, en quoi est-ce spécifique cette alimentation? Qu'est-ce qu'elle va guider à la fois pour la femme, mais aussi évidemment pour le nourrisson? La femme enceinte, elle est plus fragile que la femme non enceinte. Elle et surtout le bébé, en fait. Une infection qui peut toucher la femme non enceinte peut ne pas avoir de conséquences. Dès qu'elle est enceinte, le bébé peut avoir de graves problèmes, voire même, pour parler de choses un peu fatales, ça peut mener à une fausse couche. Donc, c'est important de savoir quoi manger, parce qu'il y a certains aliments qui peuvent être infectés ou par un parasite qu'on connaît qui donne la toxoplasmose, voilà, ou par la bactérie, la listeria, voilà, qui donne la listériose. Donc, ces deux éléments essentiels sont à retenir et ça va jouer sur plein d'aliments qu'on ne peut pas consommer si on ne veut pas risquer. Ça ne veut pas dire que si on l'a consommé, c'est fichu, mais si on ne veut pas risquer quoi que ce soit, et pour soi, et surtout pour le bébé, le futur bébé, il faut effectivement télécharger l'application Live. on va y venir effectivement à cette appli précisément, à ce qu'on y retrouve. Il faut comprendre la problématique des aliments, parce qu'on peut se dire, à partir du moment où je mange des fruits et des légumes, c'est-à-dire de manière équilibrée, d'accord, des protéines, des fruits, des légumes, a priori, il n'y a aucun risque. C'est faux, déjà, à ce stade-là, ou pas? Si on parle de risque de santé, nutriments, c'est bien. Il faut des fruits, des légumes, il faut des protéines. Mais si on parle de risque sanitaire, là, c'est faux. Effectivement, on peut déjà, en consommant de la viande, avoir des soucis selon le choix de la viande. Selon le choix de la viande, justement. La grossesse, qu'est-ce qui peut se passer par rapport aux protéines et par rapport à la viande? C'est-à-dire que, en fonction, alors déjà des maladies qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, oui, d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'il y a des choses qui sont un peu dormantes, et puis il y a des risques effectivement qu'on peut, à ne pas prendre, quoi. Par exemple, je vais donner un exemple typique. On va en supermarché, on achète des steaks hachés, voilà, parce qu'on aime bien la viande rouge, et puis on rentre à la maison, et puis on vit sa vie normalement comme quand on n'était pas enceinte, et on cuit les steaks hachés, mais pas à cœur. Et là, c'est par exemple un souci. Parce que comme c'est pas cuit à cœur, dans l'éventualité où il y aurait une bactérie, elle ne serait pas tuée et pourrait provoquer des conséquences pour la maman, mais surtout pour le bébé. Vous dites supermarché volontairement, parce que chez un boucher, ça va être pareil. En fait, j'ai dit supermarché parce que l'application va scanner les codes barres. Oui, les codes barres, pardon. C'est pareil, les codes barres, c'est similaire. Voilà. Je suis moderne. Voilà, c'est ça. les codes barres, voilà. Mais ça va être la même chose, bien sûr, chez le boucher. Oui, d'accord. Et donc, c'est vrai que dès qu'on va scanner, et c'est ce que j'ai adoré dans le projet de Thomas, parce que voilà, quand il m'a contacté, il m'a proposé éventuellement de travailler sur ce projet. J'ai trouvé ça génial. C'est que quand on va scanner cette viande de supermarché, ça va faire attention, bien cuire à cœur. Enfin, il y a des recommandations, ce qui veut dire que c'est pas interdit, parce que parfois on a tellement peur en tant que femme enceinte qu'on s'interdit tout. Oui, c'est dommage. C'est se rassurer. Voilà, donc Live, cette application, on la télécharge et qu'est-ce qu'on y trouve? Donc ce fameux scanner pour les codes barres. C'est ça, avec 3 résultats simples, vert, orange, rouge. Donc c'est vert, c'est un produit qu'on peut consommer sans risque. Orange, avec des conditions, donc, comme disait Sandra, la viande, que je précise bien, ou le poisson, que c'est cuit à cœur pour éviter certaines bactéries. Cuit à cœur, ça veut dire très cuit, quoi, bien cuit. C'est ça, bien cuit, exactement. Faut le dire. Voilà. Et à éviter rouge, donc avec chaque fois une justification écrite par les soins de Sandra. Alors j'imagine que c'est tout à fait bordé votre histoire, mais c'est quand même, il faut être sûr de soi, parce que pour des femmes enceintes, pour dire aucun risque. C'est suivi par effectivement Sandra Ferreira qui est avec vous, par des médecins, un gynécologue, en plus, qui a validé, et Sandra. Et on est en plus en train de travailler avec une sage-femme qui va approuver en plus la base de données et les résultats du coup d'application. Alors, qu'est-ce qui se passe quand effectivement vous vous trouvez face à à une moutarde, à des cornichons ou un paquet de biscuits? Qu'est-ce qui peut se passer? Alors, ce qui va se passer, c'est que du coup, la femme enceinte, quand elle a un doute, elle va scanner le produit directement. Et de ce produit, on va en sortir des ingrédients. Et chaque ingrédient sera analysé avec un code couleur. Et en fonction de son code couleur,
générale, ça sortira un résultat. On a parlé de protéines, donc évidemment viande, poisson. Il y a d'autres aliments qui apparaissent tout de suite avec un alarm warning. On pense tout de suite aux additifs, à tout ce qui peut être des je ne sais quoi, Exactement. des colorants, etc. Alors ça, on a relevé uniquement ceux qui proposent un risque, donc c'est Sandra qui nous les avait listés. Et du coup, cela remonte avec à condition à éviter pour en tout cas informer la femme enceinte de cet additif et des risques. Si j'ai pas un QR code sur moi et que je suis pas enceinte, mais j'ai quand même envie de faire attention à ma santé, c'est quoi les aliments en question? Les additifs, en fait, les additifs, ce qui est très particulier, c'est un secteur particulier, c'est qu'on est ce qu'on appelle sur un principe de précaution. Ça veut dire qu'en général, c'est pas interdit complètement. Les grosses interdictions vont être plus sur, on en a entendu beaucoup parler, le poisson cru, parce que les sushis par exemple, mais aussi certaines sortes de poissons. Les gros poissons prédateurs qui ont tendance à cumuler plus de mercure, on les a mis en rouge, comme on parle le du requin, le thon, le requin, mais on n'en mange pas tous les jours, mais effectivement, l'espadon, ça va être en rouge tout de suite. Il faut parfois penser que oui, les poissons cuits à cœur, c'est bien, mais il y a certaines sortes de poissons qu'il ne va pas falloir, un peu comme la charcuterie aussi et le fromage. Le fromage est possible, il y a certains fromages qu'il va falloir éviter. On pense tout le temps au lait cru, par exemple, et au côté pasteurisé. Alors, dites-nous... en fait, si on partait d'un principe, tout ce qui est cru, il faut éviter. Voilà, enfin, il faut pas. Sauf si on le cuit. Non, sauf si on le cuit. Après, c'est pour avoir une belle récompense, à vrai dire. Sauf si on le cuit. C'est-à-dire, si on achète un fromage au lait cru, il ne faut pas le consommer comme ça. Il faut vraiment le cuire suffisamment. Voilà, qu'il fasse des petites bulles. Alors, parlons de la raclette, carrément, parce qu'on pense à cuire. La raclette, c'est fondu, c'est pas cuit. Donc, est-ce que ça marche, ça? C'est encore un peu risqué. Il faut vraiment que ça soit bien cuit. Il faut que ça fasse des bulles. À la machine, en fait, ce que j'ai compris, c'est pas recommandé, mais au four, cuisson à longue température, haute température et longtemps, c'est assez autorisé. Il faut que ça monte à plus de 70 degrés quand même pour pouvoir détruire la bactérie. D'accord, donc plus de 70, on décide que on se dit la bactérie est détruite, je ne risque plus rien ou presque. Plus rien, sauf si après on ne sait pas laver les mains. Je vais aller très loin, on ne sait pas laver les mains. On a sur soi, on a touché son chat. Voilà, ça c'est le problème, c'est que le parasite de la toxoplasmose se trouve aussi dans une litière souillée, par exemple. On s'est mal lavé les mains, on recontamine derrière. Bon, là, ça aussi, sont des gestes utiles au quotidien. Donc c'est justement ça, la différence entre interdiction et prévention. C'est ça. C'est la difficulté. Interdiction formelle quand on est enceinte, c'est quoi? C'est, on va dire, les poissons remplis de mercure. Qu'on les cuise, on les cuise pas. On peut rien tous les métaux lourds, en tout cas, ils sont des fers, même dans la vie en général. Exactement. On va avoir les billettes, le pâté, les charcuteries crues. À moins de se mettre à les cuire, mais un foie gras mi-cuit, par exemple. Bon, non, il faut pas. Les fruits, les légumes. Les légumes, par exemple, je prends les courgettes, etc. Tous les légumes qui se mangent de manière assez naturelle, on n'a pas forcément besoin d'enlever la peau. Est-ce que c'est dangereux ou pas? Non, il faut juste bien les laver. Voilà. Ça veut dire quoi, bien les laver? Avec quoi? Avec de l'eau, moi, tout simplement. Il n'y a pas besoin, c'est vrai qu'on a souvent entendu parler de rajouter du vinaigre, c'est pas une obligation du tout, mais il faut bien les laver à grande eau, frotter, c'est pas juste on le passe sous l'eau. Donc les rincer en fait. Faut pas juste les rincer, il faut vraiment faire le geste de frotter la peau, par exemple. C'est important. Et d'ailleurs, je sais que là, on sort peut-être du contexte, mais quand on est au restaurant, il faut éviter pour la femme enceinte de commander des crudités, parce qu'on ne sait pas comment ça a été préparé avant ou lavé. Donc finalement, tout ce qui est cuit et surcuit, on sera toujours un peu... Valeur sûre. Oui. C'est une valeur sûre, c'est ça. Oui. Exactement. Ouais, je suis d'accord. Exactement, d'accord, ok. Donc l'application, on y trouve effectivement, forcément c'est Scan, on l'a dit, donc les risques, les non-risques. On peut y trouver peut-être des discussions, des échanges aussi avec d'autres femmes enceintes, peut-être aussi des experts, comme Sandra. C'est exactement ça, pourquoi j'ai écrit, c'était une problématique que j'avais rencontrée où des informations étaient de partout, ça se contredisait. Et du coup, j'ai créé ce forum qui est réparti sous forme de catégories. Et dans chaque catégorie, donc la femme enceinte ou son conjoint peut poser des questions et les personnes y répondront. Et il y aura aussi du coup des professionnels de la santé qui rédigeront, donc, comme Sandra l'a fait et notre gynécologue qui posteront des articles sur des thèmes demandés par des femmes enceintes ou des conjoints ou de leur propre désir, en fait, tout simplement.
Le gynécologue dont on vous parlait, peut-être qu'on va le citer parce que ça fait un petit moment. Oui, il s'appelle Dr Dana Louche. Voilà, parfait, comme ça on aura son nom. Il fait partie de ceux qui vont donner de bons conseils. Donc un forum, des scans, les aliments, un historique finalement pour qu'on ne s'y perde pas. Zut, moi, je crois que j'ai scanné 3 fois, parce que quand on est enceinte, on a souvent on oublie des trucs. Donc, je me souviens des fois. Mais ça c'est la vieillesse, ça c'est autre chose. Mais oui, donc quand on scanne, effectivement, c'est l'historique. Exactement. Pour pouvoir retrouver. Ouais. Est-ce qu'on a des recettes aussi? Non, alors ça c'est une évolution qu'on fera prochainement. Il y a des évolutions. Il y a pas mal d'évolutions qu'on a en cours qui sortiront dans l'année. Bon, formidable. Merci beaucoup pour cette bonne idée. Donc, livre à télécharger, ça coûte combien? C'est gratuit. Le forum est totalement gratuit. Juste la partie scan, j'ai donné 10 scans offerts du coup à toute personne pour prendre connaissance du produit. Et après, on passe sur un abonnement mensuel qui est de 4,49 € par mois. Ou sinon, c'est un forfait 9 mois à 23,99 €. Et le 4,49 € par mois permet de tout scanner en illimité. Pendant un mois. Illimité. Ouais. Ok, c'est clair. Merci beaucoup Thomas Guin d'être venu sur le plateau du Grand JT avec votre nouvelle application donc, qui a tout juste un mois et qui s'appelle Liv, L-I-V. Sandra Ferreira, merci aussi d'être venue sur le Grand JT, diététicienne, nutritionniste. Vous avez longuement participé aux émissions de School TV. On est content de vous retrouver. Moi donc. On va tous retrouver le meilleur de School TV avec le Zap. J'ai eu 4 enfants et j'ai trouvé que ça me manquait de pouvoir annoncer une grossesse, l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur de manière sympa, de manière ludique et surtout de pouvoir faire quelque chose autour de cette nouvelle naissance. T'as raté à chaque fois? J'ai raté, disons que j'ai dit on va avoir un petit frère ou une petite sœur, mais il n'y avait pas de matière, il y avait quelques livres à l'époque quand même, je suis pas non plus très très vieille, mais il n'y avait pas tant de choses que ça. Je voulais offrir une boîte du grand frère ou de la grande sœur, ça n'existe pas, il fallait la fabriquer. Moi je suis un peu pas du tout douée de mes mains, donc c'est un truc un peu miteux. Donc je me suis dit pourquoi pas fabriquer un coffret avec un ouvrage qui explique en fait ce qui va se passer quand tu vas avoir un petit frère ou une petite sœur, un petit guide pour les parents, mais il n'y a pas grand-chose finalement pour les parents, il y a des conseils, mais vraiment ça s'adresse à l'enfant. Et puis de quoi personnaliser sa petite boîte, de quoi cacher des choses que le bébé n'a pas le droit de toucher. En fait, l'idée de tout ça, c'est vraiment de rendre l'enfant, l'aîné, acteur de ce moment-là, de participer, parce qu'on sait qu'avec la venue d'un autre enfant, c'est après que ça risque de se gâter, de la jalousie, des régressions. Donc plus on aura préparé ce moment en amont avec lui, plus il va être rassuré sur cette nouvelle naissance, puisqu'on lui aura attaché un rôle de c'est quand même toi qui a fait qu'on est devenus des parents en tout premier. L'arrivée du deuxième, c'est toujours un bouleversement. Pour les parents et puis pour l'aîné, c'est quand même quelque chose... oui, moi, ça a été le plus difficile, de premier au deuxième. J'ai trouvé que c'était le plus dur parce que finalement, ça y est, on est autant d'adultes que d'enfants. On ne peut plus greffer... Enfin, un enfant, j'ai toujours trouvé qu'on arrivait quand même à le greffer pas mal dans l'agenda parental. 2 enfants, c'est aux parents de se greffer sur l'agenda des enfants. Donc, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus difficile. Et oui, les mots pour expliquer à l'aîné, en fait, on t'aime tellement qu'on en a fait un autre. C'est pas si évident que ça de trouver la bonne façon de dire à un enfant qui a 2, 3, 4 ans, qui n'est pas forcément en état de comprendre pourquoi on lui rajoute, pourquoi sa chambre va être scindée en 2, pourquoi finalement maman elle a un bébé au sein alors que, on a plein d'autres trucs sympas à faire. Donc j'ai trouvé que c'était pas évident. On a plusieurs missions bien évidemment. On a une mission grand public. Cette mission grand public, elle consiste à bien évidemment démocratiser et expliquer ce qu'est le numérique au niveau de la jeunesse, au niveau des moins jeunes et au niveau même des seniors. Ça se concrétise par exemple par les trophées NSI, qui sont des trophées qui sont organisés en fait tous les ans où des élèves et leurs enseignants se prêtent au jeu en fait de concours pour gagner des trophées dans le numérique. Donc ça c'est quelque chose qui marche très très bien. L'année dernière par exemple on a eu 400 à 500 projets, 1200 candidats et donc ça s'est fait sur toute la France et ça commence à avoir un certain potentiel et une certaine aura. C'est fait en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et puis
les inspections d'académie. On fait beaucoup de choses au niveau des lycées et des collèges pour expliquer ce qu'est le numérique et pour essayer d'attirer les jeunes vers nos métiers. Attirer des talents. Voilà, d'attirer les talents. Et puis de l'autre côté, Talent du numérique, c'est aussi un think tank qui réfléchit sur l'avenir, qui réfléchit au programme, qui réfléchit à combler en fait le gap qu'il y a entre les besoins qu'ont nos entreprises du numérique et qu'ont nos clients dans le numérique et ce que délivrent en fait les établissements d'enseignement privés ou publics, en tout cas les établissements d'enseignement supérieur dans l'informatique, de manière à ce qu'on soit effectivement plus en ligne et plus adapté aux besoins du marché. Tu dis souvent qu'il faut déculpabiliser les parents. Ça revient beaucoup, ça, dans tous les sujets de parentalité en 2026. Oui, parce que je trouve que la culpabilité, elle vient avec le rôle de parent. C'est-à-dire que tout nous culpabilise. Et moi, encore aujourd'hui, et pourtant mes enfants sont grands, quand je les vois faire un truc, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai mal fait? Alors qu'il faut accepter qu'il y a énormément de choses qui ne nous appartiennent pas. Et qui, je pense que les mères, en plus, vivent... Alors, pas du tout pour dire que les pères se sentent pas coupables, pas du tout. Mais je pense qu'en plus, en tant que femme, on porte une culpabilité qui est là depuis des siècles et dont on a du mal à se défaire. C'est travailler ou s'occuper de nos enfants. Enfin, voilà, nous, on porte encore, je pense, notre génération, ce truc-là. Moi, ma mère, elle a travaillé, alors qu'avant, les femmes ne travaillaient pas. Donc, on a quand même ce truc du tu dois bien élever tes enfants, mais c'est quand même pas mal que tu travailles. Plus, au quotidien, toutes les décisions qu'on doit prendre, parfois rapidement. Quand on a un enfant qui a des troubles du comportement, est-ce qu'il faut... le faire bilanter, pas le faire bilanter, à l'école, est-ce qu'il faut le dire, pas le dire. En fait, toutes nos vies sont des sommes de petits choix qui peuvent impacter différemment la vie de notre enfant. Donc c'est une sacrée responsabilité qu'on porte. Et même si on se dit, au moment où je prends cette décision, c'est forcément la bonne, il n'empêche que 6 mois plus tard, on se dit, si j'avais choisi autrement, ça aurait peut-être été mieux pour lui. Du coup, ça revient souvent, toi, au sein de ta communauté, et toutes ces personnes qui t'envoient des questions, la question du doute. Oui. Beaucoup, et souvent d'ailleurs les questions, c'est des demandes de réponse à certains doutes, en disant ça se passe mal au collège, j'ai fait ça, est-ce que tu penses que... Est-ce que je l'exfiltre? Oui. Ou pas. Est-ce que tu peux en dire un peu plus sur la situation? Mais en fait, c'est un besoin d'être rassuré. Rassuré, parce que personne ne rassure les parents. Personne, on le dit souvent, on a des cours pour apprendre à accoucher, on a des cours pour apprendre à allaiter. On n'a pas de cours pour nous apprendre à être parents, à savoir, mais des choses toutes bêtes, le développement de l'enfant, à quel âge il peut comprendre le non, jusqu'à quel âge il vaut mieux enlever la main du four plutôt que de lui dire juste non. Mais en fait, des trucs tout bêtes, on ne sait pas comment se développent les enfants, sauf si on a fait des études pour être professionnel de la petite enfance. Et donc, on ne peut pas... tous ces gens qui disent, oui, il fait un caprice, on sait maintenant, si on regarde un peu, que ça n'existe pas. Mais on ne peut pas le savoir si on n'est pas formé, quoi. Et donc, évidemment, on culpabilise de tout parce qu'on n'a pas le savoir. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à les attirer, ces élèves, dans ces matières-là? Il y a un biais. Déjà, c'est une décision. Quand on est jeune et qu'on décide de quelque chose, c'est une décision. On est avec les parents. Les parents sont peut-être pas très bien informés, ou bien les parents ont un biais par rapport aux maths, à la physique ou à d'autres métiers tels que la finance, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Il y a les professeurs aussi. Les professeurs aujourd'hui, ce sont eux qui orientent. Les professeurs sont peut-être un peu loin du monde du numérique, sont peut-être un peu loin aussi du monde de l'entreprise numérique. Peut-être qu'on devrait un peu plus se rapprocher. Peut-être qu'ils devraient aussi faire un peu de stage en entreprise, comprendre un peu ce qu'est le numérique, ce qu'il apporte, avoir des convictions et sûrement peut-être développer des vocations. Donc voilà, c'est toute une chaîne qu'il faut développer. C'est comment dire, c'est multicanal, c'est multidimensionnel. C'est multidimensionnel. Voilà pour le ZAP, c'est la fin de ce grand JT. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup Charlotte d'avoir été avec nous. On vous retrouve prochainement dans le grand JT, je l'imagine. Ce soir à la réalisation, merci à Magdi Amitouche, au son Alexis Ostabassidis, le maquillage Thaïs Sayad, Elodie Wilfried et Siam Karbouche à la rédaction. Très belle soirée et à demain. Salut.